surtout dans nos professions. Parce qu'on est censé être parfait, on est censé avoir un super outil, on est censé avoir tout réglé. Ben non, désolé, ça marche pas comme ça. Mais au fond, la relation à nous-mêmes, c'est déjà de nature auto-hypnotique, c'est déjà de nature du conditionnement. Et souvent, c'est des conditionnements positifs. Évidemment, parfois, on peut se conditionner, ah là, non, t'es un nul, tu vas pas y arriver. On peut se parler avec une voix horrible et s'auto-flageller. A priori, on favorise les conditions d'une expérience plutôt décevante, quoi. Non, mais fais confiance à ton intention, ton inconscient. Richard Bandler, il nous dit aussi, d'accord, mais ton inconscient ne te renvoie jamais que ce dont tu l'as patiemment nourri, hein. Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Toujours pas de nouveau micro, évidemment. Donc toujours une intro avec un son de merde, désolé. Aujourd'hui, on papote avec Adrien Moulard. On papote dans tous les sens, évidemment. Avec une option auto-hypnose, mais bon, on passe à travers le cadre, à travers les stratégies de séance, à travers pas mal de choses. On va dire que le sujet quand même principal, c'est l'auto-hypnose. Adrien, il est praticien en hypnose sur Paris, mais il est également formateur dans un centre de formation, hypnose, PNL, etc. Et puis, il a développé des concepts plutôt intéressants, que ce soit de façon de se faire connaître, que ce soit même pour s'éclater lui-même, notamment sur la dégustation de vin, de champagne avec hypnose, je trouve particulièrement intéressante. Et il me semble aussi des ateliers hypnose-yoga. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Adrien, et merci beaucoup d'être sur le podcast. Aujourd'hui, je t'ai invité pour que nous parlions auto-hypnose. Merci à toi, je suis ravi d'être avec toi et d'être avec tes auditeurs. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé à l'hypnose, toi ? Oui, tout à fait. J'ai commencé un parcours un peu classique. Enfin, classique, ça dépend de nos familles et de nos, et de nos cursus, mais bon, je savais pas ce que je voulais faire, donc je me suis retrouvé à faire une école de commerce, un peu comme mes parents. Et après quelques années de travailler dans le conseil, j'en avais marre et j'ai commencé à vouloir me projeter dans autre chose. Et j'ai rencontré un vieux pote du lycée qui était devenu magicien. Donc là, tu peux Trop devenir bien. magicien. Voilà. Si jamais tu Trop te posais cool. la question, c'est un truc que tu peux faire. Et en apprenant la magie, il avait appris l'hypnose. Et en fait, en parlant un soir dans un bar, je suis même pas sûr qu'il ait fait exprès parce qu'il lui, il disait que c'est un peu comme si à l'intérieur, tu aurais un centre des commandes avec différents boutons, des leviers, des interrupteurs. Le type est un ingénieur. Et en fait, moi, le mot interrupteur, j'ai complètement oublié. Mais dans ma vie précédente, j'avais eu un moment, un espèce de flash où j'avais eu l'impression d'éteindre un interrupteur dans ma poitrine. Et donc, quand il a dit le mot interrupteur, j'ai revu mon interrupteur et il était toujours éteint, et il était couvert de poussière. Et donc, je pense que cette expérience qui est à la fois, il y a de l'imaginaire, il y a des émotions, il y a de la concentration, de l'absorption. Je me suis retrouvé à vivre un moment un peu d'hypnose intense qui faisait en plus sens. C'est un interrupteur, plus pour parler des émotions, liées aux émotions et que j'avais probablement éteint de manière un peu abusive à un moment donné de ma vie. Et donc, il y a eu aussi une dimension un peu thérapeutique spontanée. Et j'ai eu une révélation, j'ai su que c'était ce que j'avais cherché toute ma vie, à la fois un outil de communication avec les autres et de communication avec soi-même. On va parler d'auto-hypnose, et donc une meilleure connaissance de soi, de nos automatismes, des différentes parties de nous, celles qu'on aime bien, celles qu'on aime moins bien, et puis pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'hypnose, et c'est vraiment le plus beau cadeau que ça m'a offert entre guillemets. C'est vraiment au-delà de la technique et d'avoir un métier. Je pense qu'avant j'étais un peu dans ma bulle, un peu égocentré, quoi, plutôt intéressé par moi et moins par les autres. Et en fait, à force d'écouter et d'observer les gens pour pouvoir mieux adapter nos outils d'hypnose, comme si les gens seraient des livres. Et avant, je me contentais du titre ou de la quatrième de couverture. Et en fait, l'hypnose, ce serait la grammaire. Et du coup, en apprenant la grammaire, j'ai fini par lire les histoires. Et en lisant les histoires, j'ai l'impression de m'être réouvert aux autres et à mon humanité. Et c'est vrai que ça me touche parce que euh, je sais pas, c'était hyper aride avant, mais maintenant j'ai l'impression effectivement d'avoir une profondeur dans mes relations humaines, qu'elles soient sentimentales, amicales, mon fils, mais même mes collègues, mes amis, mes clients, ma famille. Euh, Comme si avant j'étais déconnecté et que l'hypnose m'a permis de me reconnecter aux autres, quoi. Génial, dans l'idée que t'apprends à plus l'écouter, plus les connaître, plus faire attention à eux en fait. Et ce Et à qui est toi. étonnant, c'est que ouais, c'est ça. Et par la technique, Mhm. en fait, ça a ouvert quelque chose de bien plus profond, qui dépasse les mots, qui dépasse, je sais pas, l'intention, qui dépasse, peu importe. Enfin, on est tous des êtres humains, même des animaux qui vivent ensemble sur cette planète en ce moment, et du coup, c'est voilà, la richesse d'être avec les autres et de vraiment être avec les autres dépasse largement l'hypnose. Pour autant, c'est par l'hypnose que moi j'ai réouvert cette porte-là. Joli parcours. Émouvant. C'était la séquence émotion.
C'est ça. Attention, on commence. On commence. Euh, J'en profite du coup pour rebondir sur ta définition, toi, de la transhypnotique. J'ai cru entendre que c'était un mélange d'imaginaire, d'émotionnel et d'absorption. C'est comme ça que tu la définirais. J'aime bien faire définir un petit peu parce que tout le monde a Hmm. maintenant une définition différente, comme ça on saura de quoi on parle. Euh, Tu m'as pas prévenu que tu me poserais cette question. Je t'ai Il se trouve que prévenu d'aucune question, hein, note bien. c'est vrai. Tu m'as prévenu du thème, on va dire. Euh, L'imaginaire est pas du tout nécessaire. Ok. Je sais plus qui j'avais vu écrire sur le groupe hypnose sur Facebook qu'on pouvait tout à fait faire de l'hypnose sans utiliser le mot imaginaire ou imagine. Et je me suis dit bah tiens, on m'a pas appris ça, je vais essayer. Et pendant 2 ans, j'ai fait de l'hypnose sans accès à l'imaginaire et ça marche super bien. Du coup, je suis pas sûr que l'imaginaire soit une composante essentielle de la transe hypnotique. Il y a certainement de l'absorption et de la focalisation, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un peu ce que les neurosciences nous disent, hein. On n'est pas dans le système par défaut, mais plutôt dans un système de focalisation. Euh, Peut-être que c'est le dénominateur commun, tu vois. Je pensais aux émotions, mais tu pourrais même avoir une transe hypnotique très peu émotionnelle, ça peut fonctionner aussi. L'émotion, après, elle va peut-être être plus importante dans les perspectives de créer du changement avec la transe hypnotique. Mhm. Euh, Moi, je travaille beaucoup avec le corps et les phénomènes idéomoteurs. Donc, en tout cas, tout ce qui est phénomène d'automatisme, le fait que il y ait un peu une perte d'agentivité, c'est plus la personne qui fait volontairement, mais qui laisse se faire, quitte à ce que même elle puisse avoir du plaisir à perdre le contrôle. Et avec, on reste connecté avec la batterie, c'est pas mal aussi, tu vois. Je pense que ça doit charger, on risque d'avoir des petits enjeux. Ça va aller. Donc je dirais ouais, absorption et perte d'agentivité relative. Ça me semble être un bon dénominateur. Et si on est dans une transe accompagnée, un rapport très proche entre l'accompagnant et l'accompagné, et en auto-hypnose, euh, ah, un rapport à soi, mais pour autant c'est vrai que euh, c'est l'enjeu de l'hypnose. Je trouve que c'est vrai que c'est difficile. Ça peut être un peu tout et son contraire, quoi. C'est-à-dire que parfois, tu peux vraiment décrocher complètement, oublier ton accompagnant, oublier qui te parle, partir dans ton expérience. Donc voilà. Si on veut rester synthétique, effectivement, en tout cas, on est focalisé, absorbé, et les choses se font d'elles-mêmes. Le... Comment t'en es venu, toi, à l'auto-hypnose? Parce que tous les Bah praticiens n'y viennent pas. ouais. Moi, ça m'a paru une évidence en fait au début quand j'ai découvert l'hypnose. J'ai vraiment eu cette impression forte qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'hypnose. J'en suis un peu revenu, hein, mais comme si toute hypnose serait de l'auto-hypnose, Mhm. éventuellement guidée par quelqu'un d'autre. Ouais, c'était moi aussi ce qu'on m'avait appris, que toute hypnose Moi, était d'abord de l'auto-hypnose. bah, et même, tu vois, après, bon, c'est le problème de ces définitions et qu'on ait effectivement des définitions qui soient pas hyper arrêtées pour pouvoir justement parler de manière précise de ces choses-là. Mais quelqu'un te fait des suggestions, c'est ta manière de les activer et de les vivre toi. Il y a que ton inconscient qui fait ça, et finalement, les suggestions ne sont jamais que des propositions que quelqu'un d'autre te fait. Alors, les propositions peuvent être plus ou moins adaptées, plus ou moins impactantes. Il y a plein de systèmes même ouais, d'influence, de biais cognitifs. Il y a plein de choses qui peuvent contribuer à ce que la suggestion prenne, mais in fine, c'est bien notre système qui va nous faire vivre l'expérience, et donc en ce sens, je reste assez aligné avec cette idée que même une hypnose profonde, au fond, c'est la personne qui la crée, quoi. Et donc, quand j'ai eu cette idée-là, moi, c'est vrai que ça m'a fait partir à fond dans l'utilisation au maximum des techniques et de m'entraîner par moi-même. Les échecs en auto-hypnose sur des enjeux thérapeutiques m'ont aussi poussé à l'humilité. Du genre. Si j'ai- du genre, si on pouvait tout faire tout seul, ça se saurait, quoi. Bien d'accord. Je sais plus, ça fait peut-être de Laurent ou je sais plus d'où exactement, mais cette idée qu'on a des zones d'ombre, des angles morts et Mhm. des systèmes de protection, et que par définition, nos angles morts, en auto-hypnose, il y a de fortes chances que ça reste des angles morts, encore qu'il puisse y avoir des prises de conscience, il y a une sorte de décalage par rapport à soi-même qui peut éclairer des espaces que sinon on ne voyait pas, et nos systèmes de protection, par définition, s'ils sont un peu rigidifiés,
quand on essaie de les faire bouger, ben ils prennent le contrôle d'une certaine manière. Et donc en ce sens, voilà, je suis un peu revenu de, on peut tout faire en auto-hypnose. Je pense que c'est une pratique hyper vertueuse à plein d'égards. On peut changer, on peut améliorer plein de choses dans nos vies. On peut vraiment changer des habitudes. On peut atteindre des super résultats en auto-hypnose. Et quand ça marche pas, ça vaut le coup de persévérer un peu. Mais si ça marche pas, ça invite probablement à se faire accompagner. Aussi, aussi parce que souvent nos difficultés sont d'ordre relationnel. Et finalement, ça a du sens d'aller s'inscrire dans une relation pour travailler la relation. Hmm. Donc, c'est vrai que là, malheureusement, je suis en suivi par un psychothérapeute gestaltiste, et donc je suis pas mal inspiré de Gestalt, et donc la place de la relation. Et tu vois, je reviens avec cette histoire d'humanité et de lien. Euh, c'est beau aussi d'aller grandir, d'aller s'améliorer, d'aller évoluer au contact de quelqu'un d'autre, d'aller exposer ses fragilités, ses vulnérabilités, et puis faire l'expérience que ça va en fait. On est encore aimé et accepté, même si on est imparfait. C'est plus facile à vivre avec quelqu'un d'autre que soi-même avec soi-même, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as totalement raison. C'est souvent on n'ose pas trop montrer nos zones d'ombre, justement, nos faces, enfin, plus dans l'idée de nos faces sombres plutôt que zones d'ombre. Mm. Et que rien que le pas d'aller voir quelqu'un et de dire, bah voilà, il y a ça chez moi, et je suis obligé de le regarder puisque je suis obligé de le voir pour le dire. Déjà, un énorme pas, thérapeutique ou de connaissance de soi, suivant comment on veut le voir, quoi, mais... Surtout dans nos professions. Parce qu'on est censé être parfait, on est censé avoir un super outil, on est censé avoir tout réglé. Ben non, désolé, ça marche pas comme ça. Et du coup, accepter l'imperfection, accepter les échecs, accepter les espaces où il y a besoin de boulot et d'un boulot au long cours aussi parfois pour arriver à changer. Euh, c'est pas évident à faire, mais à mon sens, effectivement, c'est assez libérateur parce que si tu essayes de maintenir un masque de perfection, je sais pas si nos auditeurs, s'il y en a qui sont parfaits, mais a priori, on sait tous qu'on l'est pas. Pour autant, les autres se présentent souvent avec ce masque-là, surtout dans nos métiers. Et donc, ça crée une espèce de dissonance cognitive. Oh là là, l'autre a l'air parfait. Moi, je sais que je ne le suis pas, mais j'essaie de me présenter comme étant parfait. Et il y a une espèce de danse un peu malsaine comme ça. Et effectivement, l'espace thérapeutique, putain, poser le masque, en fait. Aller voir quelqu'un et puis poser le masque, s'autoriser à être vulnérable, à être imparfait, et que ce soit OK, c'est hyper thérapeutique. Moi, je sais qu'en formation, j'essaie de trouver le bon équilibre entre me montrer, comment dire, dans ma puissance, dans la puissance de l'hypnose, dans la puissance de l'outil, et en même temps, modeste être humain, on est tous sur le chemin, il y a des trucs sur lesquels j'ai avancé, il y a peut-être des trucs sur lesquels les autres ont plus avancé que moi, même mes stagiaires. Il y a des choses qui marchent bien avec la plupart des gens, mais qui vont pas marcher tout le temps. S'il y a une démo, s'il y a une démo qui marche pas, c'est pas un problème. C'est Bob Burns, il dit ce truc-là, c'est quoi qu'il se passe, ça nous donne de l'information sur vous et sur moi. Donc je préfère qu'on soit sincère en démo, surtout faites rien pour m'aider. Si ça marche, ce sera une super démo pour le groupe, mais s'il y a des difficultés, même si ça devait foirer, ce serait hyper intéressant de voir moi comment je réagis à cette difficulté, et peut-être que on en restera là, peut-être que finalement ça va nous ouvrir un espace thérapeutique, parce que quand on accueille les résistances ou les difficultés, souvent c'est là où il y a des transformations bien plus profondes que celles qu'on imaginait. Et donc en tout cas, là, avec quelques années de recul sur la formation, cette posture à la fois d'incarner l'outil et d'incarner des possibilités d'amélioration, et en même temps d'humilité et de savoir que le chemin est long et que rien et personne n'est parfait, qu'il peut y avoir des rechutes. Enfin, alors après, c'est pas trop le discours de l'hypnose, quoi. Le discours de l'hypnose, c'est hop, c'est bon, la vie est réglée. Tout va mieux. Je crois que quand tu traînes un peu dans ce marigot depuis un certain temps, force est de constater que c'est pas trop le cas en fait. Il y a encore des gens qui vendent des solutions miracles. Bon, peut-être qu'ils ont des techniques ou des approches que je connais pas. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est plus du marketing, pas forcément sain en vérité, dans le sens où tu vois là, je bosse beaucoup sur les traumatismes en ce moment. Je fais une formation avec Evelyne Joss en décembre parce que je sais pas, j'ai l'intuition que c'était probablement un des axes importants pour sécuriser mon travail et mes clients. Euh, je suis désolé, vendre un accompagnement en une séance à quelqu'un qui a un traumatisme complexe ou une histoire de vie très lourde, si la personne elle a besoin de plusieurs séances pour sentir je suis une jeune femme qui s'est fait violer et qui est retournée en plus et tout, enfin des trucs compliqués, et je lui ai dit ça, c'est étonnant de courage
de venir vous mettre dans une pièce seule avec un homme et faire de l'hypnose, vous mettre en vulnérabilité. Et quelque part, peut-être qu'à un certain niveau, et je n'ai pas forcément dit ça comme ça, mais elle était en train de rejouer une situation où elle venait se mettre en fragilité vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait abuser d'elle, ben, pour faire l'expérience que ça peut être sain et ça peut être une danse ensemble à son service et dans le respect de qui elle est. Et probablement qu'il y a des situations où on peut faire plein de choses en une séance et tout résoudre en une séance. Il y a probablement pas mal de situations où, ne serait-ce que pour développer le rapport de confiance, pour que la personne s'autorise à vivre l'hypnose ou à aller justement dans les espaces de souffrance en sécurité, euh, bon, à voir ce que les gens proposent. Mais moi, je suis plus dans une démarche maintenant. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur toute la puissance, la magie, les attentes de l'hypnose? C'est dommage de dire à quelqu'un on va faire 3 séances quand il peut le faire en une. Ouais, moi, mon premier arrêt du tabac, la nana, elle fumait 2 paquets de clopes par jour. J'ai pas revu. Et en fait, j'ai plein de gens de son entreprise qui venaient. J'ai fini par faire le lien. Ils m'ont dit ah ouais, ouais, mais en plus, non seulement elle a arrêté sans aucun manque, en plus elle a arrêté les somnifères et elle a arrêté les antidépresseurs. Et si elle me l'avait demandé, tu vois, moi j'aurais plutôt mis le pied sur le frein, genre Tranquille. oula, tranquille, on se calme. Mais elle m'en a pas parlé et elle a fait tout ça et visiblement son système était prêt et ça a été sain et écologique. Ça aurait été dommage que mes croyances la limitent. Et Mm. pour autant, voilà, comment est-ce qu'on peut jouer, s'appuyer sur la puissance, la magie de l'hypnose, mais qui est la magie de la vie quand même, parce que l'hypnose ne fait que favoriser la résilience interne des gens finalement, et en même temps, pas vendre la lune, pas créer de déception, pas créer d'incompétence parce que t'as pas tout réussi dès la première séance, s'autoriser à s'inscrire sur un chemin thérapeutique, s'autoriser aussi à explorer une relation thérapeutique. J'en parlais avec Cyril Champagne encore récemment, enfin ça commence à faire un petit moment maintenant, mais j'ai pas encore, comment dire, je me suis pas encore complètement arrêté sur comment présenter ces approches et ces différentes possibilités. Voilà, j'ai un peu clarifié, mais c'est pas encore totalement arrêté chez moi. Je trouve que c'est un équilibre qui est difficile. Ouais, et enfin, personnellement, j'ai abandonné l'idée de m'arrêter sur quelque chose. Entre, en effet, ben, pas leur dire, bah non, ça va pas se faire qu'en une séance, parce que des fois, pourquoi pas? Enfin, ce serait trop con de dire, bah non, ça se fera jamais en une séance. Ouais. Après, moi, mon cadre de travail, il est pas en une séance, mais c'est parce que j'aime bien travailler comme ça. Mais, mais en même temps, je peux pas non plus leur dire, bah ça va durer 15 ans, quoi. Et, Moi, et parfois, ça dure plus longtemps, et c'est comme ça. C'est- ce que j'ai mis en place maintenant, justement, je travaille beaucoup sur mon cadre et grâce à ma thérapeute et ma superviseuse en ce moment, qui sont toutes les deux gestaltistes, pour qui le cadre est vraiment une aide importante. Et je pense que c'est pas par hasard que je suis allé dans cette direction. Ce que je propose maintenant, c'est de prévoir une séance de clôture. Mm. Ça me permet de leur dire, si vous faites partie des gens qui faites des miracles dès la première séance et que vous faites tout en une séance, on fait cette séance de clôture pour valider ça, éventuellement le renforcer et justement vous entraîner à l'auto-hypnose. Et si suite à cette séance, on mesure que il y a eu des évolutions et qu'il peut encore y avoir besoin d'un peu de temps, d'un peu plus de séances, la porte n'est pas fermée. Évidemment, on fait pas des séances pour faire des séances. Il faut que vous sentiez que ce soit utile et bénéfique pour vous. Et on prévoit une séance de clôture pour justement bien valider ça et clôturer la relation. Et comme j'aime pas trop imposer, je rajoute que s'ils veulent pas la faire, il n'y a pas de problème. En revanche, je leur demande juste de me tenir au courant Mm. pour me dire comment est-ce qu'on se dit au revoir, quoi. Ça me permet de présenter les différentes options en donnant du sens à cette stratégie de séance de clôture. Et depuis 1 ou 2 ans que je fais ça, les gens sont tout à fait preneurs, je trouve, de cette approche. Ça leur paraît logique, quoi. Il y a personne qui va dire, bah non, c'est Mhm. complètement con de faire une séance de clôture, quoi. Ouais, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est hyper intéressant, je trouve, la séance de clôture. Que ce soit pour le maintien, pour gérer les rechutes, qui est potentiellement pourrait arriver. C'est clair. On s'est complètement éloigné du sujet auto-hypnose, hein, note bien. Oui et non. On, on, on s'en On tourne autour. on s'en rapproche par la tangente, tout va bien. Mais ces Euh, éléments de cadre, vu tes podcasts et tes auditeurs, voilà, c'est un petit détour, mais honnêtement, aujourd'hui, moi, dans ma pratique, c'est probablement plus important pour moi que les dimensions d'auto-hypnose. Je suis ravi qu'on en parle et que je partage un peu l'expérience que j'ai pu développer, mais je suis aussi très content qu'on commence par ces éléments de cadre
qui je pense sont des questions importantes en plus on est souvent en reconversion dans nos métiers quoi donc je veux dire on manque énormément de cadres quoi. Je veux dire qu'on s'improvise accompagnant à travers des gens en souffrance avec un outil de transformation super puissant depuis que je suis formateur je me rends compte que c'est chaud quoi enfin, bien mieux qu'avant quand j'étais juste accompagnant donc je crois que ma superviseuse, là, elle est bluffée de dire, mais votre cadre, en fait, il n'est pas défini par la déontologie de votre profession. Je sais pas, en fait, il y en a pas. Il y a différentes écoles, mais même dans ma formation initiale, moi, on m'a quasiment pas parlé du cadre. Peut-être que ça a changé depuis, mais du coup, on n'a pas cette assise universitaire structurée qui peut être figeante aussi. Donc, c'est toujours les avantages et les inconvénients, mais qui peut quand même donner une sécurité pour des gens qui apprennent un métier et un métier qui a quand même des enjeux qui sont pas anodins, quoi. Bah, c'est-à-dire que pour moi, on apprend un outil, mais pas d'être accompagnant. Et dans la notion d'accompagnant, il y a le cadre, quoi qu'il arrive. Il y aura un cadre, en fait, qu'on on le veuille ou pas. Ce cadre, il sera après figé ou il sera imposé par le client ou il sera voilà. Mais si c'est pas nous qui le choisissons, il va être choisi par quelqu'un. Donc Et, très et important. dis-moi si je dis une bêtise, si c'est pas le thérapeute qui, au moins, qui en pose les fondations pour qu'après il puisse être co-construit avec le client, évidemment, si jamais il n'y a pas cette réflexion en amont, c'est très probablement soit le client qui va l'imposer, soit le thérapeute intuitivement, et à mon sens, il y a de fortes chances qu'on glisse dans des mécanismes inconscients dans lesquels les transferts et contre-transferts risquent de se jouer à balle intuitivement on vient souvent rejouer un peu nos enjeux, nos clients viennent rejouer ça avec nous, il faut qu'on soit vigilant pas à rejouer ça avec nos clients et effectivement avoir en tout cas des points de repère sur la relation. Euh, ben, Aujourd'hui ça me paraît fondamental et c'est vrai que quand ma psy m'a posé son cadre, je suis oh là là, dis donc, c'est rigide ce truc. C'est dur. Mais au bout de 3 séances, j'étais là, Hum, c'est confortable ce truc où je sais où je vais là. Alors après, dans les séances, ça part souvent dans plein de directions, mais en tout cas, le cadrage du rythme, du paiement, de ce qui se passe entre les séances, etc. Euh, ben, cette expérience de thérapie a été transformatrice dans ma pratique à moi et dans ma pratique de formateur. Il a fallu que j'aille en thérapie pour me rendre compte de la nécessité et du confort et de la sécurité qu'apporte un cadre bien clair, solide, explicite, flexible, hein, comme le bambou, il peut ployer, il n'y a pas de problème, on discute, on s'arrange, mais en tout cas, on est au clair sur les fondations. Ouais. Moi, je suis moins flexible que toi, quoi, pour le cadre. Le cadre, c'est le cadre. Moi, je suis plus du côté pankien, dirons-nous, de la chose. C'est-à-dire qu'il y a un cadre hyper rigide. Parce que je trouve que, en effet, c'est exactement ce que tu dis, c'est hyper sécurisant. Et dedans, du coup, peut y avoir une liberté dingue quand le cadre est stable. Et puis, du coup, je retombe sur l'intérêt hyper intéressant d'aller voir d'autres formes de thérapie. D'aller voir du gelstatiste, potentiellement de la psychanalyse, enfin, autre chose qui a rien à voir avec l'hypnose pour voir comment ils travaillent eux. Et en effet, eux, ils ont une déontologie, une éthique, enfin, c'est réfléchi, quoi. C'est peut-être pas comme, enfin, nous, on adhère potentiellement pas. Moi, le cas de la psychanalyse, je trouve, il me saoule. Mais, euh, mais c'est réfléchi et c'est posé. Alors qu'en effet, je faisais pas mal, moi, de recherches sur le cadre et je regardais dans les écoles s'il y avait tu vois, des déontologies, des choses comme ça. Mmh. On n'a pas, en fait. C'est les syndicats qui en ont. Donc le SDMH, le SNH, etc., ils ont tous des chartes déontologiques, mais en fait, dans les écoles, je cherchais ça l'année dernière, il y a rien. Sur des choses quand même très importantes, tu vois, par exemple, non, on ne couche pas avec ses clients. Basique. Mais, mais c'est bon de le rappeler, Simple, tu basique. vois. Puis t'as toujours le vieux contre-exemple, oui, mais finalement, ils sont tombés amoureux, ils sont On s'en mariés. Ouais, fout. non, mais Non, mais d'accord, non. t'as laissé traîner un vieux truc dégueulasse avec tous tes Ah oui, autres oui, clients. oui. Puis en Non, plus, c'est non, ça des fois des marche pas. formateurs connus, donc c'est chiant. Non, c'est C'est compliqué, chiant, ouais. chiant. Ça contribue à cette professionnalisation de notre métier qui, pour l'instant, est balbutiante. Et comme tu dis, là, moi, je trouve les instituts dans lesquels j'interviens en tant que formateur, il y a encore effectivement des axes d'amélioration, mais ça rejoint ce qu'on disait, au-delà de l'outil, on forme à un métier, et comme tu dis, ce métier, il doit peut-être beaucoup plus que tous les autres par sa dimension d'influence et de travail avec des gens, encore une fois, qui sont quand même souvent en souffrance et en vulnérabilité, d'avoir une charte déontologique
Après, chacun choisit son cadre. Je veux dire, il s'exerce, il s'affine. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui te correspond, etc. Mais ça mérite vraiment quand même à la fois d'avoir des repères quand tu te formes et ensuite de le bosser par soi-même face à la réalité du terrain, quoi. Mhm. Et potentiellement d'être supervisé justement aussi là-dessus ou Pas accompagné. potentiellement. Ouais, pas potentiellement. Ouais, Donc, ouais. Juste d'être être supervisé supervisé. pour. Après, si je suis sincère, moi, je pense que quand j'ai commencé ce métier, j'étais un peu dans une illusion de toute puissance, à la fois un peu aveugle de mes propres vulnérabilités ou en déni. Euh, et du coup, j'ai mis longtemps à être supervisé. Et maintenant que je suis supervisé, pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Mm. Mais je Voilà. crois qu'on Mais y passe tous dans cette espèce, voilà, c'est carrément le biais de Dunning-Kruger, tu vois, où on passe tous dans ce truc où on a l'impression qu'on arrive en haut de la montagne, quoi. Moi, je j'avais sais l'impression que pas. toutes les techniques que je Ouais. connaissais, j'aurais pu aider le monde entier. J'étais là, bah, j'avais commencé par la PNL, moi, en plus. Hein. Mais c'est bon, fais ça. Fais un ancrage. T'inquiète, ça va aller mieux. Pas du tout. Ouais, après, il y a des phénomènes inverses. J'avais entendu une nana qui avait dit, je sais plus si elle avait fait superviser toutes ses séances des 6 premiers mois ou de la première année ou des 2 premières années. Après, c'est un investissement massif, mais avec le recul, je me dis, si j'avais fait ça, la progression que je me serais offert. Je pense que le travail que j'ai fait en 5 ans, tu peux le faire en 6 mois. Enfin, la progression que tu peux obtenir en 5 ans d'expérience, tu peux l'obtenir bien plus rapidement et de manière plus sécure pour tes clients, quitte à avoir plusieurs superviseurs, comme c'est nécessaire d'avoir plusieurs formateurs, pour qu'à nouveau, tu viennes t'exposer à différentes influences et que tu intègres ces différentes influences pour concevoir, toi, ce qui te correspond vraiment dans ton fort intérieur, quoi. Moi, c'est une manière de trouver aussi sa patte, enfin, Ouais. sa façon d'exercer. Alors, on va forcément bah, piquer des bouts à droite à gauche et puis après faire un mix, Mm. trouver un peu son style, quoi. Qui a pas besoin d'être original pour le coup. Souvent, j'entends les débutants, il faut absolument que je trouve ma façon de faire. C'est bon, tranquille, ça viendra, quoi, au fur et à mesure des séances. Il n'y a pas de sujet, en fait, comme dirait Oscar Wilde, les autres sont pris, quoi. Donc, Mm. quelque part, on ne peut pas ne pas être nous-mêmes. Donc, tu peux essayer d'y ressembler à un tel ou à un tel, mais in fine, ta personnalité, c'est ta structure. Donc, je vais pas dire qu'elle te rattrape. Tu finis par te rendre compte que tous les efforts que tu avais fait pour l'éviter n'ont fait que te centrer encore plus dedans et tout va bien, quoi. Et moi, je trouve ça important de développer une certaine connaissance de soi là-dedans, de savoir justement ta personnalité, tes forces, tes trucs un peu moins bons, faiblesses, etc. Plutôt que de les gommer, elles peuvent te servir en accompagnement. C'est peut-être là aussi que peut rentrer l'auto-hypnose sur la connaissance de soi. Je ne sais pas trop comment tu l'utilises toi. Carrément, et je vais être le mauvais élève parce que mon intuition, c'était de rebondir et se faire accompagner. Moi, Et je oui. vois, je suis très heureux et je me sens hyper reconnaissant de là où je me trouve aujourd'hui à plein d'égards, notamment professionnellement. Euh, je l'ai pas fait avec une stratégie très consciente. Il se trouve que, voilà, après 10 ans de travail dans le domaine de l'hypnose, dans le monde de l'hypnose, un peu plus, on est en 2023, ouais, 2011. Euh, je suis ravi et en même temps, du coup, je sens qu'il y a des trucs sur ouais, la projection stratégique. Moi, je suis pas très coaching, faire des plans, des rétro-planning, me dire où je veux être dans 5 ans, dans un an, machin. Et du coup, je suis un peu éparpillé. J'aime bien faire plein de choses. Et donc, là, je sens, tu vois, que vu que je rame sur ces trucs-là, c'est pas compliqué. Je me fais accompagner par quelqu'un qui est bon et qui va m'aider à structurer ça. Euh, et donc voilà, pareil, aveu de faiblesse, mais c'est ok. Je peux pas être bon partout. Il y a des aspects, moi, le marketing et la stratégie, c'est pas ma cam, quoi. J'en ai besoin, donc je m'entoure de gens qui aiment bien ça, qui sont bons et qui peuvent m'aider. Et puis peut-être que je vais grandir et intégrer ça, mais voilà. Après, ouais, l'auto-hypnose, en fait, tiens, c'est une très bonne manière de faire la transition, effectivement. Euh, j'ai je sais pas si j'ai trouvé, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une définition de l'auto-hypnose qui permet de bien éclairer la profondeur de ce que ça représente. Je pense que tout le monde est familier des techniques d'auto-hypnose. Alors, tu vas faire des techniques, la transe entre les mains, tu vas fixer un point, tu vas imaginer un chemin, peu importe. Toutes les techniques d'hypnose que tu peux faire avec toi-même. Et ces techniques d'auto-hypnose, elles t'aident à rentrer dans un état d'auto-hypnose.
ou plutôt une famille d'états d'auto-hypnose, dans le sens où parfois ça peut être très imaginaire, parfois ça peut être plus dans les sensations, parfois tu peux rester conscient, parfois au contraire tu décroches. Bon, il peut y avoir beaucoup de variantes, néanmoins un état de conscience où voilà, les gens acceptent l'idée d'état de conscience modifié. Bon, il faudrait qu'il y ait un état de conscience normal. Bon, il se trouve que les gens en PNL, c'est quoi? C'est quand il y a l'omission du référent ou un truc comme ça. Enfin bref. Trop On sait pas à compliqué. quoi on compte. On sait pas à quoi ils aiment bien dans le PNL, mettre des mots compliqués, mais on sait pas à quoi on compare, mais on accepte la comparaison. Et cet état ou cette famille d'états d'auto-hypnose a été démontré, je crois qu'on peut dire démontré, comme étant propice pour créer du changement. Là, j'aime bien citer le bouquin qui a été recommandé par Laurent, Human Givens. Je crois pas qu'il soit traduit en français. C'est, je crois, les données humaines, d'une certaine manière. Et en fait, il commence par parler du sommeil paradoxal. Il Mhm. t'explique que le sommeil paradoxal, déjà, il y a toutes les espèces animales qui en vivent, qui en, qui en font. Et l'être humain, à partir de 8 semaines de gestation, dans le ventre de maman, il a des phases de sommeil paradoxal. Donc déjà, truc de ouf. Donc le sommeil paradoxal, c'est une des phases, on l'appelle comme ça, c'est une des phases du sommeil les plus profondes, pas la plus profonde, mais une des plus profondes, dans laquelle paradoxalement le cerveau est très actif. C'est une phase dans laquelle on rêve. En tout cas, une des phases dans laquelle on rêve. Et ils ont observé un truc bizarre. Le bébé dans le ventre de maman, quand il rêve, parfois il fait des trucs bizarres. Genre, t'as sa poitrine qui se gonfle et qui se vide. Comme s'il respirait. Alors, évidemment, on sait qu'il respire pas, il a le cordon ombilical. En revanche, dès qu'on est sorti du ventre de maman, on avait intérêt à avoir préparé la respiration, préprogrammé la respiration. Et du coup, ils ont émis cette hypothèse que les phases de sommeil paradoxal sont un état de conscience de rêve en particulier dans lequel l'esprit et le corps peuvent se préprogrammer quand on est dans la gestation. Et puis une fois qu'on est né, eh bien, on va se reprogrammer au quotidien en intégrant voilà les apprentissages, les nouveautés, euh, bref tout ce qu'on va continuer d'apprendre. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à réagir émotionnellement, on a appris énormément de choses. Euh, il nous compare au cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, ouais. Eh ben, le Très bien. cochon d'Inde, en fait, c'est un des animaux qui a des phases de sommeil paradoxal les plus courtes. Mhm. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, comme quand il naît, le cochon d'Inde, il sait marcher, il sait manger, et il sait faire ses besoins, et il sait se reproduire. Ah. En vrai, il sait déjà faire tout ce dont il aura besoin. Et donc, il a peu de choses à apprendre. Nous autres grands singes avons un système social hyper complexe, et donc on a des phases de sommeil paradoxal qui sont les plus longues par rapport à tous les autres animaux, et elles décroissent un peu vers la fin de la vie, mais elles restent quand même hyper conséquentes, même chez les personnes âgées, parce que t'es pas à l'abri d'avoir un apprentissage important sur la fin de la vie, quoi. Alors, est-ce que ce serait Et comme un espèce de début d'apprentissage? Sommeil paradoxal, enfin, un pré-apprentissage? alors après, je suis pas suffisamment expert. En gestation, ça semble être un amorçage des apprentissages innés qui sont vraiment basiques, dont on va avoir besoin pour la survie dès qu'on sera né. Après, c'est un peu, tu sais, je sais pas, tu prépares une prise de parole en public, donc tu la prépares en amont. Après, tu la vis en live. Puis après, il y a comment tu l'analyses ensuite. Mhm. Mais ton analyse ensuite, elle te prépare une autre prise de parole en public. Donc en fait, à mon avis, c'est plutôt des vases communicants de la journée, tu vis des choses dans le sommeil, tu les intègres, et puis ça tourne en boucle comme ça, quoi. Et ils arrivent au chapitre 3. Il y en a un paquet de chapitres, mais pour les auditeurs, on s'arrêtera là. Ils expliquent que pour eux, l'hypnose ou l'auto-hypnose, ce serait l'équivalent du sommeil paradoxal, mais pour la veille. Ce serait une espèce de veille paradoxale. Un état de conscience différent de l'ordinaire, dans lequel ton cerveau, ton corps, est plus en mesure d'intégrer les apprentissages. Et donc, tu fais des techniques pour créer un état, et cet état, il va te permettre de modifier quoi? En fait, il te permet de te modifier toi, et j'aime bien cette idée comme si tu aurais une espèce d'auto-hypnose générale, c'est-à-dire ta personnalité, tes croyances, tes valeurs, tes angles morts, euh, nos conditionnements en fait sont une sorte d'auto-hypnose. Moi, je me dis Adrien, bah Adrien, c'est un type, il fait ce genre de choses, il fait ce genre de Mhm. choses. Ça, il est bon là-dedans, ça, il est pas bon là-dedans. Et en fait, c'est autant d'histoires que je me raconte qui sont presque des prophéties autoréalisatrices. Ouais. Et donc, c'est peut-être ça un peu la nouveauté de ma définition, de ma triple définition, c'est que on va avoir des techniques pour favoriser un état, et cet état lui-même favorise la mise à jour de notre auto-hypnose générale.
Et je pensais à ça pour donner un exemple. Euh, Moi, je pense qu'une de mes grandes chances dans ma vie, c'est qu'assez tôt, je sais pas, il y a une espèce de relation plutôt saine ou positive qui s'est installée entre mon conscient et puis mon inconscient, mon corps. Et donc, je pense que, en fait, si on considère que notre personnalité, nos conditionnements, c'est une forme d'auto-hypnose, ben, chez moi, cette auto-hypnose, elle était plutôt fluide. Hein, c'était loin de rien n'est parfait, mais les gens, ils sont très dans le conflit, dans la lutte interne. Et moi, pas trop, je dirais. Euh, j'ai un exemple. Je me suis retrouvé à aller faire du parachutisme avec justement ce magicien. Et en fait, j'ai compris dans la voiture que j'allais pas faire un saut en parachute, mais que j'allais apprendre à faire du parachutisme, à sauter tout seul. Là, moi, j'y étais allé, j'avais pas compris. Quoi. Et wouhou. Alors, je suis plutôt confiant, j'aime bien les trucs un peu extrêmes, tout va bien, mais voilà. Et en fait, je m'appelle dans la voiture, elle m'a dit, oh putain, il va falloir que je gère la peur. Et du coup, on arrive sur place, on fait la formation, ça dure une demi-journée, la formation, voilà. Donc l'après-midi, dernier avion, coucher de soleil, le moniteur fait Adrien, t'es dans l'avion, équipe-toi et tout. Je m'équipe, on a répété comment tu ouvres le parachute, qu'est-ce qui se passe si t'as une galère, comment tu réagis. Bon. On monte, on est dans l'avion, franchement c'est trop beau, on est au-dessus de l'estuaire de la Garonne, il y a les reflets orangés du soleil sur l'océan et tout, magnifique. Tous mes potes sont là, on est super contents, on va faire un truc de ouf, le sourire et tout. L'avion il monte, il arrive à 4000 mètres, il arrête de monter. Donc moi, mon estomac, il continue, tu vois. Ils ouvrent la porte. Là, c'est le moment où je dois avoir peur. Sauf qu'en fait, il fait froid. Parce qu'on est à 4000 mètres en octobre, il fait froid, quoi. Et du coup, j'ai froid. Et je sens le froid sur ma peau. Quand je souffle, ça fait de la buée. Et puis là, il y a l'instructeur qui fait Adrien, en position. Et la position, on l'avait répété plein de fois. Tac, tac, un genou au sol. Un, deux, trois. Et j'étais dehors. Et j'ai pris une claque incroyable. C'est une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Et c'est longtemps après que je me suis dit, mais en fait, dans la voiture, intuitivement, je crois que j'ai programmé mon inconscient pour au moment où j'aurais dû avoir peur, je me suis dit, il faut que je gère la peur. Et mon inconscient, au lieu de se concentrer sur la peur, il s'est concentré sur le froid. Euh, et donc je pense que finalement l'auto-hypnose, c'est comme si tu peux faire quelque chose de très technique, avec des techniques, etc. Mais au fond, la relation à nous-mêmes, c'est déjà de nature auto-hypnotique, c'est déjà de nature du conditionnement. Et souvent, c'est des conditionnements positifs. Évidemment, parfois, on peut se conditionner, ah là là, non, t'es un nul, tu vas pas y arriver. On peut se parler avec une voix horrible et s'auto-flageller. A priori, on favorise les conditions d'une expérience plutôt décevante, quoi. Donc là, l'idée, ce serait de déconditionner ou de changer la façon dont on se parle. Est-ce qu'on parle de déshypnose tout de suite ou on esquive le sujet? Ben, dont on se parle, les images qu'on se fait, les sensations qu'on ressent, et là on peut faire tout le backlog. Là, il se trouve qu'effectivement c'était une pensée auditive, mais ça peut être selon toute la sensorialité. Là, des hypnoses, c'est intéressant en tout cas d'aller explorer si tu te défais au maximum de ces conditionnements que tu appelles Anna ou que moi j'appelle Adrien, qu'on a appelé Anna pendant longtemps et moi Adrien à qui on s'est identifié. C'est probable que ça puisse ouvrir des champs de transformation vraiment importants. Il y avait une lettre d'un type comme ça sur Internet qui était mort du cancer et en fait il explique du coup sur l'opération il meurt et du coup il sort de son corps, tu vois, puis il s'élève dans une espèce de lumière divine et là t'as Dieu qui lui donne tous les apprentissages qu'il doit faire et notamment lié à sa maladie et tout ça. Et il dit au bout d'un moment, je sens que les apprentissages sont finis et je sens que je commence à redescendre. Et il dit, bah, je m'apprête à me réincarner dans un enfant parce que moi, mon corps, il était mort, quoi. Et en fait, il se réincarne dans son corps à lui et ensuite son corps guérit. Alors, c'est une jolie histoire. Est-ce qu'elle est 100% vraie, etc. Là, on pourrait questionner. Après, en tout cas, cette idée de se décentrer au point de d'abandonner complètement tes schémas, d'abandonner complètement ton corps dans un espace de bienveillance, de douceur, de créativité, de compréhension profonde de, je sais pas, des mystères de la vie ou que sais-je encore, pour ensuite ramener ça, on peut imaginer que ça peut créer des changements vachement intéressants versus je reste dans qui je suis et je veux changer ce petit rouage-là parce qu'il me plaît pas, quoi. Mhm. Et ça, par l'auto-hypnose, je pense il y a moyen de faire des choses comme ça. Ouais.
Ça me donne envie. Ça fait, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait des trucs dans ce genre-là. Ouais, top. Je sais pas, ça m'a fait connecter. J'imagine, tu vois, les espèces d'expériences mystiques spontanées. Après, encore une fois, moi, je connais pas les mystères, si tu veux. Je suis plutôt agnostique. Je sais pas s'il y a un dieu, des énergies, des trucs. Donc, il y a peut-être des choses qui viennent pas de nous. Pour autant, c'est possible qu'il y ait une partie des expériences mystiques qui soient auto-générées, et donc ça peut ressembler à une espèce d'auto-hypnose spontanée de nature spirituelle. Euh, on avait vu aussi avec Cyril Champagne sur le rêve éveillé dirigé, tu sais, il y a une technique, et c'est, je crois, la technique de, je dis son nom, de Lille, peu importe, l'expert en rêve éveillé dirigé. Et en fait, ça consiste, et les amis hypno, vous pouvez tester, je serais curieux que vous ensuite témoigniez auprès d'Anna de l'expérience. C'est hyper simple, c'est imagine que tu sors de ton corps et tu montes. Mm. Et en fait, tu montes tant que tu peux. Et visiblement, si tu fais ce process, les êtres humains, ils arrivent tous à peu près dans le même genre d'expérience que je vais évidemment pas nommer pour évidemment pas faire une suggestion. C'est pour ça que j'invite les auditeurs qui vont tester ce jeu de rêve éveillé ou d'auto-hypnose, de sortir du corps et de monter autant que vous pouvez et voir où ça vous mène. Techniquement, parce que c'est marrant, tout à l'heure, t'as dit, bah évidemment, tout le monde le sait. Techniquement, l'auto-hypnose, toi, tu prends des espèces d'inductions qu'on pourrait faire avec quelqu'un et tu te les appliques à toi-même. Comment tu... Ouais, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et comme ce que je recommande à mes stagiaires, euh, c'est hyper bien et formateur d'en essayer beaucoup Mhm. pour et de persévérer pour s'entraîner parce qu'il y en a qui sont plus spontanés, plus faciles à intégrer, d'autres qui méritent un peu de boulot. Après, avec le recul, maintenant, moi j'ai un peu trouvé mes chemins, les mains, une forme de réconciliation des parties. Enfin voilà, j'aime bien les mouvements idéomoteurs avec les mains. C'est devenu un truc hyper habituel. Ce que j'aime bien faire pour maintenir un peu de piment et maintenir, je sais pas, l'inconscient un peu alerte, c'est de me suggérer de la surprise. Mm. J'aime bien qu'il y ait de la surprise, à la fois sur ma manière d'entrer en hypnose et sur ce que je vais y vivre. Et donc, c'est quelque chose que je suggère maintenant beaucoup en cabinet, que je transmets pas mal à mes stagiaires et que moi-même j'applique avec moi-même. Et me dire, bah, tiens, je sais que j'ai des chemins que je connais bien et en même temps, c'est ok de les emprunter parce que on va pas réinventer l'eau tiède, quoi. On peut aller vite dans ces espaces et en même temps qu'il y ait de la surprise. Euh, Intrinsèquement, ça invite à plus de créativité, à plus de changement. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser un peu là ou les mêmes quelques techniques auxquelles je me suis habitué. Ensuite, tu te parles à toi-même et bon, j'imagine que tu as décidé, tu as eu une intention avant de ce que tu allais faire. Souvent, alors c'est un peu la difficulté, en tout cas c'est un apprentissage. C'est vrai que quand tu as fait 10 ans de cabinet et que, je sais pas, ouais, tu es un travailleur acharné et que tu as écrit des pages et des pages de suggestions et que tu as rédigé des scripts de ce que tu faisais habituellement, etc. Euh, Bah, c'est comme des gammes de musique. Tu demandes à un musicien professionnel de jouer un truc spontanément, bah, il va être capable de te faire des trucs de bonne qualité sans y réfléchir. Donc moi clairement à ce stade, quand je me retrouve en hypnose, me faire de l'autosuggestion, ça me demande, c'est assez fluide et naturel. D'ailleurs, moi, enfin, je sais pas toi, j'ai commencé à prendre le bouquin et dans des vidéos en anglais. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'auto-hypnose PNL en anglais au départ. Et donc, mon cerveau s'est un peu habitué. Moi, après, j'aime bien les langues. Il y a des trucs sur lesquels il est nul, mais les langues, ma mémoire, euh, ma mémoire est un peu variable sur les lieux, les gens, les expériences. Par contre, les langues, ça retient. Et du coup, je me parle volontiers en anglais quand je fais de l'auto-hypnose. Et ce que je recommande à mes stagiaires, c'est de s'entraîner en s'enregistrant. Mm. Ok. Au début, en tout cas. Et là, tu vois, sur des sujets où je veux aller un peu plus loin, je vais probablement m'enregistrer parce qu'à un moment, bah, je sais pas, moi, en auto-hypnose, je Ouais. décroche, quoi. Donc, je suis plus là pour me guider. Donc, c'est très bien de mettre un peu des fusibles, en tout cas un cadrage, dire combien de temps, demander à l'inconscient de préparer une forme de, soit d'émotion, soit de pensée qui pourra confirmer le travail qui a été fait, ou de maintenir le bon niveau de présence au moment où c'est important. Euh, pour autant, et qu'on fasse de l'auto-hypnose ou pas, j'encourage tous les auditeurs à s'enregistrer. Attention, ça va piquer.
Mais c'est bien, on n'est pas là pour mettre la tête dans le sable. Bip Bip et Coyote, on sait ce qui se passe quand Bip Bip il met la tête dans le sable, quoi. Donc euh, on- voilà, si on met des choses sous le tapis, en général, on se prend les pieds dedans. Donc il vaut bien mieux se rendre compte que notre voix, ben, il faut qu'on la travaille, qu'il faut que tu respires, que tu te taises quand tu as fait une suggestion, pour que tu laisses l'inconscient se saisir de la suggestion, que tu laisses de beaux espaces de silence pour que l'hypnose s'approfondisse. Euh, le tout premier stage d'hypnose que j'ai fait, c'était à San Marcos de la Laguna. C'est euh, non pas au Nicaragua, mais au Guatemala. C'est une espèce de village de hippies au bord d'un lac. Il y a plein de trucs de yoga et tout ça. Du coup, je suis là-bas et je vois qu'il y a un type qui fait formation d'hypnose 3 demi-journées. Et j'y vais et il nous donne ce conseil. Alors, le type était, je crois, israélien. Il parlait en anglais avec une petite voix nasillarde vraiment très désagréable. Tu vois, et il nous avait recommandé de nous enregistrer en disant, mais moi, je le fais pas parce que je déteste ma voix. Et dans la tête, je fais, bah, ouais, je comprends parce que c'est vrai que sa voix était pas très agréable. Mais pour autant, son conseil était hyper vertueux. Et je pense d'ailleurs que s'il en avait eu envie, il aurait certainement pu travailler sa voix. Alors, tu vas pas changer complètement ta voix, hein, tu as des cordes vocales, etc. Euh, mais j'ai encore déjeuné avec un type qui est coach vocal, là, parce qu'on a des choses en commun, et voilà, peu importe. Et donc voilà, le travail sur la voix est hyper important. On travaille un peu sur les archétypes, tu vois, une voix contenante et de douceur, c'est super, mais quand tu veux être un guerrier, t'as intérêt à avoir une voix de guerrier, une voix de roi ou de reine, c'est une autre voix, une voix de sorcier ou de magicien, c'est encore autre chose. Euh, donc pour synthétiser, s'enregistrer fait que tu bosses ton script parce que tu dois l'écrire, en tout cas tu dois le penser, tu bosses tes stratégies parce que tu dois te faire une auto-séance par anticipation. Une fois que tu es dedans, tu te laisses guider. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter. Et puis, tu perçois tous les défauts que tu as, de rythmique, de formulation, de silence, d'intonation, peu importe. Tu vois tes tics de langage. Et donc, après, si tu bosses dessus, à mon avis, tu as un espace d'accélération et de progression énorme. Et du coup, progressivement, après, je pense qu'on peut aller plus facilement vers des séances d'auto-hypnose auto-guidées de soi-même de l'intérieur. Euh, T'as aussi la technique de flemmard, des séances d'auto-hypnose où tu te dis juste je me cale en transe et je laisse venir, pour après aller vers cette auto-hypnose spontanée, cette relation à soi-même qui fait que parfois bah, tu te dis ou tu te mets une image ou une idée en tête et tu sens que ton inconscient la reçoit et tu programmes ton inconscient de manière très fluide. Mais ça paraît magique, mais en vrai, c'est comme ça que beaucoup de choses se sont installées, hein, et parfois négativement. Tu sais, un petit mot que l'oncle ou machin ou la prof de français ou d'anglais a dit que tu serais nul en langue, et les gens ils y ont cru, ben ils se sont un peu, est-ce qu'ils se sont hypnotisés ou auto-hypnotisés, mais cette cette capacité d'auto-suggestion, finalement, pour moi, elle est intrinsèque, et on fait des trucs un peu complexes avec plein d'outils et des états pour retourner au contact de cette compétence ou se réapproprier cette compétence, mais qui était déjà là spontanément. Je sais pas si ça fait sens. Si, complètement. Complètement. En plus, moi, je suis une quiche en auto-hypnose, parce qu'en effet, je prépare pas du tout comme tu le dis. C'est-à-dire que je me barre dans ma tête Ouais. et que je me perds, en fait. Enfin, à un moment, limite, une fois sur deux, je m'endors. Enfin, voilà, c'est... Mais Si préparer je, comme ça me paraît rigolo à tester, pour le coup. si je suis sincère, quand je fais mes auto-hypnoses du soir avant de m'endormir, il arrive souvent que je ne me rappelle pas de mon auto-hypnose. Et je dors Mm. très bien, du coup. Donc, je suis pas non plus dans un enjeu de performance. Ça dépend aussi quand tu l'as fait. Si tu l'as fait, tu vois, un moment dans l'après-midi où tu es bien réveillé, tu te fais Mhm. 20 minutes, tu as plus de chances de rester consciente et d'être dans une espèce de logique liée à l'objectif. Après, bah, pour moi, c'est l'essence de l'auto-hypnose et de l'hypnose, de s'autoriser à se barrer et à ce que ce soit un peu décousu. En revanche, probablement un cadrage précis sur l'intention et un cadrage émotionnel. C'est très bien de te dire avec des mots ce que tu veux, mais ce qu'il faut, c'est que ça te prenne les tripes, tu vois. Enfin, c'est que ton corps y réagisse en disant, ah oui, ok, je reçois le message, c'est ce truc-là qui est vraiment important, et c'est pour ça qu'on va faire la séance d'hypnose. Et après, tu lâches les chevaux, et je pense que c'est très bien. Ok. Ok. Et pour apprendre à tes clients à faire ça, tu fais un peu. Vous l'avez pas en vidéo, mais là, les yeux s'illuminent, le sourire est est très large. Oui, 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 je fais ça. D'accord.
Non, en plus, j'ai un truc à apporter qui me semble à valeur ajoutée, c'est que, notamment, c'est vrai que les clients et en atelier, il m'est arrivé plein de fois de dire qu'on faisait de l'auto-hypnose, puis après, en fait, de faire de l'hypnose. Mm. Oui, c'est ce que j'avais un peu Et, ressenti. Je fais comme, mais tu sais, avec hein, Psychonautes. Euh, Psychonautes, le j'ai truc de... pas, ouais, ouais, je vois, mais j'ai pas écouté les contenus. Ben, c'est censé être une plateforme d'auto-hypnose et en fait c'est Kevin, Bruno ou les autres intervenants qui font pour moi une séance. Donc moi je peux très bien suivre pour le coup parce que j'ai pas l'impression de me mettre toute seule en transe, tu vois. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Et je sais plus qui un jour m'a dit en atelier, c'était quelqu'un qui pratiquait l'hypnose et qui m'a dit oui, mais en fait, je sais pas si c'est pas Gilles Malençon. Si c'est toi, Gilles, pensez pour toi. Euh, c'est très bien ce que tu fais, sauf que tu dis que c'est de l'auto-hypnose et en fait c'est de l'hypnose. Et donc j'ai changé grâce à cette remarque un peu difficile à recevoir sur le moment où elle m'a été donnée, comme un cadeau dont je ne voyais, je ne percevais pas la valeur immédiatement, n'est-ce pas? euh, j'ai ajusté et ce que je fais maintenant, c'est que je fais de l'hypnose Mhm. parce que les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher de toute façon. Et quand il y a un intérêt à l'auto-hypnose, que ce soit en atelier carrément affiché comme de l'auto-hypnose ou en séance, notamment vers la fin des accompagnements où la personne veut s'autonomiser, euh, je fais vraiment de l'auto-hypnose, c'est-à-dire je lui dis, maintenant faites-le tout seul. Et là, je fais ce qui est encore un challenge massif pour moi au quotidien. Et là, vous voyez pas Anna, mais Je elle fait me le tais. geste. Tu te tais, tu fermes ta bouche longtemps. Euh, et voilà, le rythme du podcast peut faire sentir aux auditeurs que voilà, c'est vrai que j'ai du plaisir à être dans l'échange, j'ai du plaisir à communiquer, à parler. Je découvre la joie, la force et la puissance de laisser l'espace à l'autre. Euh, et donc, je propose souvent de faire plusieurs séquences. Ok. J'aime bien avec du mouvement idéomoteur. Ils l'ont fait déjà 50 000 fois avec Ouais. moi, donc c'est bon, le corps il sait faire. Et du coup, ils s'entraînent. Moi, je me tais, les mains se rapprochent jusqu'elles se récartent, puisqu'elles vont vers le cœur, et peu importe. On est surpris, puis soit ils ressortent spontanément, soit je perçois qu'il y a une fin de cycle. Euh, Parfois, je peux les guider un peu pour ressortir, pour vérifier ça. Et puis, on va faire plusieurs séquences comme ça. Euh, je les encourage très rapidement, dès la première séance, à s'amuser et à expérimenter en auto-hypnose ce qu'on a fait ensemble. Le script un peu, ou en tout cas la formulation que j'ai arrêtée, c'est de leur dire euh, là, ce que vous avez vécu aujourd'hui, notamment avec les mains, avec les mouvements idéomoteurs, j'adore qu'il y ait des mouvements idéomoteurs parce que quand tu connais pas trop, et même quand tu es en auto-hypnose, sentir et voir qu'il y a cette perte d'agentivité, que les mains bougent bien toutes seules. En plus, tu peux te faire un phénomène privatif, tu vois. Tu peux essayer de forcer le rapprochement des mains pour te rendre compte qu'elles résistent. Et plus tu forces, plus elles résistent. Tu sais que tu as de l'hypnose, quoi. Évidemment, quand les gens y arrivent, on les félicite. C'est bien, vous avez réussi à reprendre le contrôle. Mais souvent, ils sentent qu'il y a une forme de résistance. Et du coup, ça leur prouve qu'il y a bien autre chose que le conscient qui est à l'œuvre. Euh, et, et du coup, ce que je leur dis, c'est voilà, ce que vous avez vécu là, en fait, c'était certainement nouveau et c'était bluffant pour vous. Pour autant, votre corps, il sait déjà le faire. La tête, elle sait déjà faire des petits oui. Votre cœur, il bat même quand vos poumons, ils respirent, même quand vous dormez. Donc, vous ne le savez peut-être pas encore consciemment, mais ce que vous avez fait, vous êtes capable de le faire tout seul par vous-même. Ce que je vous propose, si ça vous branche, il n'y a aucune obligation. Je sais qu'on a tous des vies très pleines. Donc, il y a des gens parmi mes clients, ils le vivent une fois. Ils rentrent chez eux, ah, je sens que je peux le refaire, ils le refont et ils se prennent une claque émotionnelle et personnelle parce que ils se rendent compte qu'ils arrivent à utiliser les outils. Il y a d'autres de mes clients qui même parfois après des dizaines de séances, il y a des gens sur plusieurs années qu'on a vu vraiment beaucoup de fois, qui font jamais d'auto-hypnose. Mhm. Et la plupart de mes clients, c'est entre la séance 2 et 3 qui commencent à s'autoriser à sentir qu'ils peuvent le faire. Donc c'est quand même une suggestion massive, là, ce que je viens de faire. Je pense que Bam. si on l'écoute avec, si on l'écoute avec cette oreille-là, on l'entendra. On les entendra parce qu'il y en a probablement plusieurs. Et je replace un élément de cadre qui est un élément du cadre d'hétérohypnose, d'hypnose accompagnée. C'est, vous pouvez vraiment y aller super cool. Parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, ça va bien. Il y a deux grandes options. Soit ça se passe bien, ça marche. Vous avez une super surprise. Vous rentrez en auto-hypnose. Votre inconscient vous envoie des images, des pensées, des émotions, un rêve, un voyage intérieur, des prises de conscience. Et là, tu peux bombarder tout un tas de suggestions.
et c'est génial, et c'est positif, excellent. Et puis il y a l'autre option, c'est que ça marche moins bien, voire que ça marche pas. Mm. Et dans ce cas-là, au contraire, soyez hyper curieux, prenez des notes si possible, de sorte à ce qu'on en parle la prochaine fois. Et ça nous permettra d'explorer qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien pour pouvoir l'amplifier et vous y habituer et faire de ces chemins-là des habitudes encore plus rapidement. Et inversement, là où ça marche moins bien, là où parfois tu es stressé, là où parfois tu es sur un truc intérieur qui est plus difficile, ou peu importe toutes les raisons qui peuvent faire que parfois l'auto-hypnose, elle peut prendre pas le chemin qu'on imaginait, on va certainement être au contact de la structure ou de certaines structures de la personne qui vont nous permettre d'apprendre à bien mieux la connaître. Et en accueillant ces structures, et là, c'est plus facile à faire en étant accompagné parce que le fait d'avoir un peu de stratégie sur les mécanismes, je sais pas, émotionnels ou de résistance, voilà, nos clients, ils n'ont pas nos formations. Pour autant, euh, voilà, c'est la stratégie de Nelson Mandela. Soit je Je gagne, gagne, ça j'apprends. soit j'apprends. Mm. Et avec cette stratégie-là, en séance ou en auto-hypnose, en fait, il n'y a pas d'échec. Mhm. Et je constate qu'en présentant les choses comme ça, j'aurais du mal à faire une stat. Je sais pas si mes clients font plus d'auto-hypnose qu'avant. J'ai pas l'info, je saurais pas te répondre. Mais en tout cas, ce message est assez facile à recevoir, je Ok. trouve. Tu, quand tu leur proposes l'hypnose, c'est dans un but bien défini entre les séances pour qu'ils travaillent quelque chose, ou c'est vraiment plus de l'exploration? J'ai entendu que c'était aussi pour l'autonomie à la fin. Ça peut être un peu tout ça. Moi, j'ai une énergie de jeu, d'exploration. Mm. C'est voilà, c'est un peu qui je suis dans mon authenticité. C'est un peu ce que je respire. Parfois trop d'ailleurs. Un jour, j'ai une jeune femme qui souffrait d'un cancer et qui m'a dit, oula, Adrien, il y a trop de sourire dans votre voix, quoi. Ouais, excusez-moi, merci de me le dire parce que j'aurais pu me planter. Effectivement, là, vous êtes en train de vivre un truc dramatique et c'était une erreur de ma part de de pas être suffisamment en accord avec ça. On a Mm. fini avec quelque chose de beaucoup plus joyeux, mais euh, j'ai aussi cette conviction que c'est par le jeu qu'on apprend. Entre 0 et 7 ans, t'as pas de conscience, t'apprends tous les apprentissages fondamentaux de la vie sans en avoir conscience, et la plupart du temps en jouant. Là, mon fils, il a un peu plus d'1 an, il joue quoi, il passe la journée à jouer, et le jeu du coup. Enlève la pression, met teinte d'une énergie, de légèreté, de fun hyper utile, surtout quand les gens ils viennent nous voir et qu'ils ont des difficultés, parfois des difficultés horribles, parfois depuis super longtemps. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas des moments de densité, hein. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des moments durs émotionnellement. En revanche, qu'il puisse y avoir des moments légers et surtout dans l'exploration de l'hypnose. Si tu vas avec un enjeu de performance enfin, à mon avis, c'est bien de se mettre des objectifs ambitieux et puis après on joue, on voit ce qui se passe quoi, parce que par définition on contrôle pas consciemment. Donc à la fois s'entraîner à l'outil, je resynthétise, pardon, parce que je tendance à partir un peu dans tous les sens, à la fois s'entraîner à l'outil, s'entraîner à l'état de manière un peu pure, sans objectif ou juste dans une perspective de voilà de s'habituer à l'outil et à l'état. Éventuellement amplifier le travail en séance avec deux grands axes qui me paraissent faciles, à nouveau avec la transe entre les mains. Donc, j'espère que les auditeurs connaissent, j'ai pas trop besoin de détailler, mais tu peux déposer tout ce que tu as besoin de déposer dans l'hypnose entre les mains. Ça peut être un objectif, ça peut être une difficulté. On voit bien que quand les gens font ça, mécaniquement, ça va déjà créer une dissociation par rapport à leur difficulté. Et puis après, les mains qui bougent, c'est le signe que ton inconscient prend les choses en main. On voit aussi Ça te fait ce dire. poudrage un peu métaphorique. Oh. Ça fait sens, n'est-ce pas? Subtil. Tadam! Les gens percutent pas, mais voilà, entre nous, on peut percuter. Et à vrai dire, je travaille beaucoup aussi avec des hypnos déjà formés et j'adore, même en stage d'ailleurs, préciser, si vous avez une oreille curieuse de la technique, curieuse des suggestions, c'est tout à fait normal. On est entre pairs. Ce serait presque vous insulter que d'essayer de la désactiver pour être juste dans un état d'hypnose. Et moi, j'ai la conviction que vous pouvez à la fois avoir une écoute un peu technique, curieuse de mes formulations ou de mes stratégies thérapeutiques, et vivre une expérience hypnotique, thérapeutique, transformatrice profonde. Les deux sont, à mon sens, plus complémentaires avec la suggestion suivante. Si et quand vous entendrez mes suggestions, si elles sont bonnes pour vous,
alors votre inconscient les amplifiera encore plus. Euh, Ce qui m'amène au deuxième usage de l'auto-hypnose que j'invite assez rapidement mes clients à pratiquer, c'est la réconciliation des parties. J'estime que je vais pas dire dans tous les cas parce que j'aime pas les trucs absolus, mais dans l'immense majorité des cas, quand on a des difficultés, on a un conflit interne, on a une partie qui veut arrêter de fumer et une autre qui a envie d'avoir du plaisir, on a une autre qui veut arrêter de grignoter puis une autre qui veut du réconfort, on a une partie qui veut dormir puis une autre qui veut penser à des trucs du boulot, on a une partie qui veut se détendre mais une autre qui pense aux enjeux de la vie. Bon, on est souvent pris quand même dans des espèces de dialectique ou d'ambivalence. Donc je travaille beaucoup comme ça en mettant une partie dans une main, l'autre dans l'autre main. Et donc, j'encourage assez vite mes clients à s'entraîner, à gérer leurs conflits internes de manière hypnotique avec cette technique. Hum. Ouais, c'est marrant parce que quand t'en parlais, je me disais, il faut que je me fasse une négo entre parties. Ah, bon. Et la négo entre les parties, pour moi, c'est presque la philosophie de base Oui. de ce que je fais en hypnose et même en thérapie. Et j'adore l'utiliser aussi contre les résistances au début. Typiquement, quand je fais des sessions de groupe, j'aime bien faire ça parce que ça me permet aussi de voir chez qui ça bouge vite, chez qui ça résiste, chez qui c'est créatif, ce genre de choses. Et puis quand ça bloque, tu vois, tu peux faire des formulations du genre, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de vivre une belle expérience d'hypnose. Et donc, il y a une partie de vous à l'intérieur qui a envie de vivre une belle expérience d'hypnose. Et comme vous savez déjà vous endormir et vous savez déjà rêver, vous savez que vous êtes capable, au fond, de vivre tout ce que vous êtes venu vivre aujourd'hui. Et pour autant, c'est possible qu'il y ait une partie qui puisse avoir un peu de réticence, de retenue, des peurs ou des doutes, et c'est tout à fait normal aussi. Il y a une partie qui souhaite vous protéger, et donc on peut mettre, tenez, la partie qui souhaite vous protéger, elle va dans quelle main, et puis elle fait bouger quel doigt de quelle main, et la partie qui veut y aller dans quelle main, et du coup, bah, sous couvert d'accueillir les résistances, tu fais de l'hypnose, quoi. Et ça, c'est un truc, C'est génial. j'adore faire ça. Et puis les gens se rendent pas compte. Parce qu'au fond, ça parle à leurs différentes parties d'eux dans le respect, et du coup, ça permet de s'autoriser à vivre une expérience hypnotique qui aurait pu sinon être retenue, quoi. Euh, ah si, j'ai eu un flash là, j'en ai encore parlé à ma superviseuse tout à l'heure. Euh, j'ai travaillé avec une dame qui faisait des grosses crises d'angoisse et en fait le psychiatre qui me l'a envoyé, j'ai lu le texte qu'il avait écrit. Euh, En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ce que moi j'avais compris. Et on a fait un certain nombre de séances et avec elle, on a fait un peu la technique des mains, mais je sentais que vite elle avait la flemme et les mains se posaient. Et donc on a travaillé différemment. Et mon autre grand axe stratégique thérapeutique, c'est la réification. Mm. C'est-à-dire l'émotion ou le problème, il est où dans le corps ou dans la tête, il ressemble à quoi? Souvent une dissociation. Quand il sort temporairement et confortablement, où est-ce qu'il s'installe? Dans la pièce, plus loin, il part en vacances, il part complètement. Et quand il part pas complètement, à une dialogie, en vérifiant que bah, la partie qui posait problème, elle faisait de son mieux ou elle essayait a priori d'atteindre un objectif positif. Quand c'est pas le cas, ça m'est arrivé 2 fois en 10 ans de pratique. Tu mets ton col de prêtre et tu fais de l'exorcisme parce que tu considères qu'il y a une partie qui veut détruire la personne. Heureusement, c'est rarissime. Et donc, tu aides la personne à ce qu'elle engage un dialogue Mm. avec une distance et une bienveillance vis-à-vis de la partie qui essaie de la protéger pour qu'elle la protège plus efficacement, quoi. Et donc, un jour, on avait fait ça plein de fois et je te dis, on s'est retrouvé avec du bitume sur les murs. Enfin, elle faisait des crises d'angoisse. Avec le psychiatre, j'ai vu, elle se rouler par terre et tout. Enfin, c'était des trucs quand même d'une intensité impressionnante. Et c'est vrai que moi, quelquefois, j'étais content d'être solide parce que tu vois, il y avait un peu un combat de genre l'autre, elle explose en vol et moi, il faut que je reste encadrant et sécure et ça va passer. Et puis tu montes le ton de la voix et tu reprends un peu, voilà, tu reprends un peu de Mm. leading pour, bref. Et un jour, elle vient en séance et elle me dit, Adrien, faut que je vous dise. Ouais, racontez-moi. Je fais, ben, j'étais au volant et j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. Je fais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait, bah, je me suis garé. Je fais, ouais, bonne idée. Et, et puis, ben, j'ai refait ce qu'on faisait ensemble. C'est-à-dire, racontez-moi, ben, j'ai observé où se trouvait l'angoisse, ça faisait une boule dans la poitrine, je lui ai demandé de sortir, et au moment où je lui ai demandé si elle cherchait bien à me protéger, elle s'est transformée, elle est re-rentrée, et avec elle, j'avais de la sérénité à l'intérieur. Et j'ai repris le volant, et j'ai pu conduire de manière sereine. Et quand cette personne m'a dit ça, ben, tu vois, j'ai un frisson rien que de t'en reparler, pour moi,
peut-être un des cas les plus difficiles. Le rapport avait été très compliqué. Je pense que elle avait vu plein de thérapeutes. Moi, j'étais encore enfin, je suis jeune, mais encore plus jeune, et du coup, tu as la confiance. Donc, ça a mis du temps à se mettre en place. Il y a eu plein de séances bien rock'n'roll. Donc, c'est probablement moi de mes accompagnements les plus difficiles, mais avec un résultat les plus extraordinaires. Et on a refait des séances ensuite. Hein. Seulement, quand elle m'a dit ça, pour moi, à l'intérieur, il y a un truc qui s'est ouvert en mode enfin, c'est pas que c'est fini, mais ça y est, le gros du travail est derrière nous. Mm. Si elle est capable de se retrouver exposée à ce qui était incontrôlable et insurmontable et effrayant, et qu'elle a une stratégie pour le gérer en quelques instants et en sortir positivement, même si elle n'y arrivera pas à chaque fois, c'est même pas sûr qu'elle y arrive à chaque fois, mais le fait qu'elle ait vécu qu'elle peut y arriver, elle pourra plus le subir de manière aussi horrible qu'avant, quoi. Donc voilà, ça je trouve, tu vois, c'est une belle anecdote d'une auto-hypnose euh, que la personne a activée spontanément, quoi. Ouais, c'est vraiment cette notion d'autonomie. Ouais, c'est génial. Ça m'a mis des frissons aussi. Bravo. Tu racontes très bien. C'est pour ça qu'on compte. Écoute, c'est pas. Après, je l'ai déjà raconté un peu cette histoire. Donc pareil, on parlait des scripts. Là, je suis en train de finir de traduire le bouquin de Bob Burns où lui il dit parce que vous êtes professionnel, vous êtes scripté. Mhm. Et nous, on apprend à de faire du sur-mesure et de l'impro, mais en vrai, les musiciens qui improvisent, ils ont fait leur gamme, quoi. Et même les impros, souvent, c'est des blocs qui sont Oui. réagencés. C'est rarement de l'impro pur. Et du coup, il m'a vraiment changé ma vision de la pratique. Euh, et donc, bah, c'est normal qu'il y ait des choses qu'on partage, et c'est même sain et nécessairement important qu'on ait pris le temps de les poser sur le papier, de les essayer, d'élaguer, d'affiner, de scripter, pour que, bah là, quand je te raconte l'histoire, je suis pas en train de réfléchir aux mots que je cherche. Euh, pour autant, je te la raconte pas comme un robot. Là, tu vois, moi, je te l'ai raconté un peu comme si c'était la première fois. Je me suis même touché moi-même de cette expérience. Euh, donc, je crois que l'intention et la présence et l'authenticité fait que tu te retrouves à agencer des blocs de phrases que tu as déjà un peu dites ou que tu as déjà un peu préparées, mais pour autant, ça se fait avec le cœur et du coup, c'est reçu comme ça, quoi. Oui, ça rappelle aussi la dimension de travail qu'on doit avoir dans notre boulot. Pas juste de, bah, je vais m'adapter et on verra. Ouais. Non, mais fais confiance à ton intention, Ouais. ton inconscient. Richard Bandler, il nous dit aussi, d'accord, mais ton inconscient ne te renvoie jamais que ce dont tu l'as patiemment nourri. Hein. Donc Erickson, ok, putain de génie, pardon. Erickson, ok, génie extraordinaire, mais bosseur incroyable. Mm. Enfin, je veux dire, le mec, il connaissait tous les courants thérapeutiques, il avait étudié l'hypnose classique, enfin, il écrivait des palanquets de suggestions, il a fait un travail sur lui. Alors d'accord, quand vers la fin de sa vie, quand il a des douleurs à cause de sa polio et qu'il se dit, je vais me mettre dans mon lit et que je dis à mon inconscient, unconscious, do your stuff. Inconscient, fais ton truc. Et qu'ensuite son inconscient lui fait oublier ses douleurs et qu'il se réveille et qu'il peut aller bosser 2 heures, ben oui, ok, il fait plus d'efforts stratégiques pour faire son auto-hypnose à ce moment-là, mais c'est parce qu'il a patiemment nourri son corps et son esprit de possibilités qui ensuite, comme la musique, hein, tu prends une guitare, tu sais pas jouer, tu peux taper dessus, tu peux faire un truc, a priori ce sera plutôt dissonant, et puis bah, si tu sais faire un do, si tu sais faire un fa, un barré, un machin, puis si tu connais les gammes, et puis après, moi je suis pas un bon musicien, j'ai juste quelques bases, mais je rêve d'acquérir cette virtuosité où tu peux improviser, jouer avec différentes personnes, euh, dialoguer entre les instruments. Probablement qu'avec la voix et avec les pensées, il y a un peu moins de difficultés techniques par rapport à maîtriser des instruments. Mais en vrai, jouer avec des gens de la musique, c'est finalement peut-être un peu moins ambitieux que de jouer avec des gens une musique thérapeutique, quoi. Donc, C'est poétique à fond. t'as vu, t'as vu? J'adore! Le mec, Ça il me croit qu'il fait pas rappelle. de métaphore, mais Il en fait tout le temps. arrête pas. Ça me rappelle, tu sais, ce génial reportage là sur Orelsan, euh, Ouais, où il parle sur la saison 2 de comment il crée, et en fait c'est exactement ça, c'est qu'il bosse comme un malade et il note des bouts de phrases, des idées machin, et puis ensuite il assemble dans des morceaux, il récupère des morceaux enfin des trucs qu'il a fait à un moment, il les remet dedans. Ce moment, il est absolument à regarder. C'est un saison 2 sur Amazon Prime. sans faire de La pub. pub. C'est la pub, toujours. Et genre, tu es rémunéré sur ce que tu viens de dire. J'aimerais. Euh, you wish. Non, non, mais Euh, ça demande du taf, quoi.
ça me fait connecter avec Stephen King qui a écrit un livre, un mémoire sur l'écriture. Tu Je connais? viens de l'acheter. J'attends C'est de le pas vrai? recevoir. Je viens de le recevoir. Génial. J'ai vu cet après-midi que la Vinted, là, me l'avait envoyé et j'ai fait, oh, enfin! Génial, il est génial. Il Ah, je te dis paraît. pas ça parce que tu risques d'être déçu, donc attends-toi à être déçu et du coup tu devras en D'accord. profiter à sa juste valeur. Super. Je vais lui dire Euh, qu'il est génial. bah, comme je te dis qu'il est génial, normalement tu as des attentes trop élevées, donc tu devrais être déçu par rapport à ces attentes. Et en fait, en ayant fait ce chemin-là, normalement tu devrais te trouver dans une bonne position pour en profiter à sa juste valeur. Et en tout cas, je te spoil pas, mais je te donne, et surtout pour les auditeurs, juste une séquence qui m'a marqué. Il dit que les gens qui cherchent à écrire des livres à suspense, souvent, il cherche une intrigue, tu vois, qui va tenir le lecteur en haleine. Et en fait, lui, il dit que il fonctionne pas du tout comme ça. Lui, il part d'une situation, un paysage, des personnages, il y a un truc, et puis ça attire son attention. Il y pense quand il fait à manger, il y pense quand il prend sa douche, il y pense quand il rêve. Et en fait, en laissant mijoter ces personnages et ce contexte et cette situation, il explique qu'ils prennent corps, ils prennent de plus en plus corps, ils commencent à avoir des interactions les uns avec les autres. Et il dit au bout d'un moment, c'est les personnages qui réclament qu'il écrive l'histoire. Et là, il écrit, et il écrit son histoire. Après, faut voir, hein, c'est ce qu'il écrit, faut voir sa structure de personnalité, faut voir son travail en amont qui lui permet maintenant de faire ça de manière très intuitive. Pour autant, il m'arrive d'utiliser cette anecdote comme une évocation en séance. Tu as les différentes parties de la personne qui sont dans un contexte avec un conflit interne, une envie de changement, des résistances. Tu les fais mijoter dans l'hypnose. Limite, toi, tu te barres, tu vas faire autre chose dans ton hypnose. Et puis sur le chemin du retour, tu repasses pour voir comment ces personnages ont mûri, ils ont pris corps, comment leur relation s'est améliorée. Euh, et je trouve que ça crée un beau lien entre boss, 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 et ensuite profite quoi. Puis boss, 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 et profite. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Dernière Génial. question. Est-ce que tu aurais une ressource? C'est un bouquin ou quelque chose sur l'auto-hypnose? Alors, j'ai vu que toi, tu avais des audios, il me semble, sur ton site. Ouais, j'ai Qui quelques datent trucs. peut-être. Ouais, ils datent un peu, mais ça mérite que. Enfin, je serais curieux que les auditeurs aillent regarder puis qu'ils puissent me faire un retour. Euh, je me trouve plutôt aligné avec ce que j'ai produit là depuis quelques années, donc même si ça date un peu, normalement ça devrait être au moins décent. Pour moi, le bouquin le plus important en auto-hypnose, c'est celui d'Antoine Garnier, Hmm. que tout le monde plébiscite. Euh, Très Antoine Garnier, c'est-à-dire ambition modeste, mais travail très sérieux, ou ambition modeste. Voilà, le bouquin te donne plutôt une approche idéomotrice pour entrer en hypnose, et c'est ce qu'il fait. Il te le fait bien. Il te balance pas 50 protocoles d'auto-hypnose que Hmm. tu peux faire. Donc il est un peu aride dans le sens où il va pas t'inviter et te donner des structures pour faire des séances d'auto-hypnose thérapeutique et ce genre de choses. Par contre, sur la structure pour créer l'expérience d'auto-hypnose, à mon sens, il est vraiment bien fait. Celui que j'avais découvert au début, c'était celui de Kevin Finel, auto-hypnose, où là, en revanche, et les deux sont probablement très complémentaires, il te donne tout un tas de techniques, de voyage dans le temps, de conseils des génies, enfin, voilà, beaucoup de protocoles, de choses qu'on pourrait faire en thérapie, qu'il décrit de manière à la vivre en auto-hypnose. Et du coup, bah ça peut faire des séances un peu plus. C'est génial l'hypnose très clean avec peu de propositions et peu de suggestions. Euh, je pense que c'est une très bonne base saine pour bien pratiquer. Après, vis-à-vis de soi et même avec nos clients, parfois avoir un petit peu de matière à proposer, toujours en étant vigilant, sachant que c'est probablement une projection et voir comment ça répond chez l'autre. Euh, Ça me rappelle une cliente qui était une dame de la comédie française et qui avait fait beaucoup de psychanalyse. Elle m'avait dit ah, c'est agréable avec vous, Adrien, parce que vous apportez des choses au débat. Hmm. Par contre, tout ce qu'on apporte au débat, ça risque de polluer l'autre. Ça risque d'être une greffe qui peut ne pas prendre, mais ça peut être aussi une pépite qui peut aider la personne à enrichir sa vie. Donc voilà, là, on marche sur un fil. Je sais pas si je le recommanderais, mais tu vois, ça m'a fait penser quand je débutais aussi. Tu sais, il y a le gros bouquin Le Hammond là, des scripts et D'accord, des c'est suggestions hypnotiques. hypnotique. Super. Pardon. Et j'avais vu une technique contre l'anxiété. Je suis pas trop anxieux, mais je me suis dit je vais tester. Et en gros, c'était un scan corporel. Et donc je l'ai fait.
sans enregistrement, et je m'étais mis 20 minutes, et au bout de 20 minutes, je me suis mon corps se détend, à partir d'à peu près le milieu, j'imagine, je sais pas, je décroche, et je me réveille dans ce qui doit être l'équivalent d'une paralysie du sommeil. C'est-à-dire, je me réveille dans mon corps endormi, mon esprit complètement réveillé, quoi. Et là, coup de flip, parce que c'est flippant d'avoir le corps immobile quand toi, ton esprit est réveillé. Et heureusement, je me suis rappelé, mais non, ça va. C'est moi qui me suis programmé. Et du coup, j'ai juste demandé à mon inconscient de me réveiller. Et là, j'ai eu genre un twitch dans un muscle, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. Je me suis retrouvé à trembler comme une feuille, genre pendant 2 secondes. Et d'un coup, bah, mes yeux se sont ouverts et j'étais réveillé. Donc probablement que dans le Hamonde, les gens qui veulent jouer, il y aura aussi, c'est des scripts d'hypnose, mais en vrai, voilà, tout ce qu'on fait en hypnose, en hétéro-hypnose, en hypnose d'accompagnement, on peut le faire en auto-hypnose. Enfin, pour moi, l'essence est la même, c'est peut-être plus la structure qui change. Ok. J'ai l'impression que il y a des ressources d'enregistrement, mais en vrai, je pourrais pas recommander quelqu'un en particulier. Qui est-ce qui mettait plein de MP3 à disposition gratuitement? Et Lockert, Olivier Lockert, il avait un site complet de... Ouais, c'est ça, hein. Truc un peu violet. Oui, en vrai, je me rappelle que ça existe, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup écouté. Donc, j'invite les auditeurs à aller explorer et comme ça, on fait de l'intelligence collective et on peut grandir ensemble. Moi, le seul que j'écoutais, c'était celui sur le sommeil. Ok. Et alors, autant des fois, ça marchait du feu de Dieu. J'entendais jamais la fin. Autant il y a des fois, je me disais, quoi, ces conneries de papillons, de nuages, de machin. Tu vois, ça me sentait comme, c'est de la merde. Donc, faut tester. Faut tester. C'est le risque. C'est le risque. Non, c'est mon esprit en arborescence. Ça m'a fait repenser à une autre expérience d'auto-hypnose spontanée. Si on peut prendre quelques secondes pour la raconter. Je fais une randonnée à ski avec mon père et des amis de mon père et à moi au Maroc. Et du coup, on dort dans des conditions un peu frugales, tu vois, plutôt sur des nattes ensemble. Et il se trouve que mon père, à l'époque, on croyait qu'il ronflait, mais on a appris depuis qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Donc, c'est dire qu'en fait, il ronflait de manière hyper intense, très erratique. Et du coup, j'ai des boules caisses, mais en fait, si tu veux, j'ai la natte qui vibre parce que je suis à côté de lui, quoi. Et je venais de découvrir l'hypnose. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je venais de découvrir l'hypnose et j'allais faire mon voyage où j'allais me former un peu en autodidacte. Et je me rappelle m'être couché à côté de mon père et de me dire comment est-ce que je vais réussir à m'endormir dans ce contexte-là, quoi. Et le souvenir que j'ai, c'est que j'ai l'impression de tomber à l'intérieur de mon corps. Et je me suis réveillé le lendemain matin frais comme un gardon. Et j'avais même pas l'intention de faire de l'auto-hypnose. Hein. Je me suis vraiment sincèrement posé la question et je la posais plutôt de manière pessimiste. Hein. Ça veut dire, moi consciemment, je pensais que j'allais pas y arriver, mais mon inconscient m'a répondu. Et ce que je trouve d'autant plus touchant avec cette expérience, c'est que si je suis sincère, il y a eu plein de moments après dans ma vie où j'ai pas réussi à m'endormir aussi vite. En vrai, j'ai jamais réussi à me réendormir sur commande aussi vite que cette fois-ci, où ça m'a surpris. En revanche, le fait d'avoir cette expérience où je sais que je peux dormir dans ce contexte-là hyper vite, ça m'a créé une espèce d'apaisement sur le sommeil. Si je peux dormir dans ce contexte-là, je peux dormir dans tous les contextes. Et donc même dans les contextes où je mets du temps à m'endormir, en fait, je mets plus d'énergie négative à me prendre la tête ou à me stresser. J'attends juste que le sommeil vienne, comme il est venu cette fois-là, presque de manière miraculeuse, quoi. Pour avoir un père qui ronfle fort. Je te comprends et jamais pensé à l'auto-hypnose, putain. Mon Dieu. Mais tu vois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand Erickson, il va se poser dans son lit en disant inconscient, fais ton truc. Enfin, à mon sens, c'est génial. C'est probablement très formateur à plein de niveaux de faire des séances d'auto-hypnose enregistrées, structurées, où tu te fais des vraies suggestions et tout. Probablement qu'un des objectifs, c'est ensuite de plus avoir besoin de les faire. D'avoir une relation à soi-même où ton inconscient et ton conscient fonctionnent mieux main dans la main, il y a une fluidité et du coup on peut plus souvent, plus facilement, on va rester modeste hein, parce que il y a encore des espaces de travail, moi j'ai encore des espaces où j'ai pas atteint mes objectifs et tout, donc voilà, on va pas vendre la lune non plus. Pour autant, voilà, en s'entraînant, il y a des choses qui se fluidifient et parfois il y a des super surprises. Au top, merci. Trop bien, merci Anna et merci à vous toutes et tous de nous avoir offert votre temps à écouter notre échange. À bientôt, j'espère. Merci à tous d'avoir passé ce temps avec nous. Merci Adrien pour tout ce que tu nous as partagé.
Si vous voulez travailler avec Adrien, si vous voulez assister à ses ateliers, etc., eh bien, vous avez tout dans la description comme d'habitude. Évidemment, je vous invite à partager le podcast s'il vous a plu. Et puis, si vous voulez bosser avec moi, que ce soit sur le programme d'accompagnement ou en individuel, c'est également dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.